Bonjour, merci d'être présent pour la présentation de la méthode ADES Logique et surtout la présentation des nouveaux modèles économiques qu'ADES Logique essaye de porter comme projet. Enfin, même c'est plus que des projets puisqu'il y a plusieurs clients qui sont sur ce modèle-là et pour les aider à changer leur modèle économique. On va dans un premier temps vous présenter toutes les nouvelles obligations au niveau législation, règlement en extra-financier, tels que tout ce qui est DPEF, les prochains, prochain rapport de la durabilité. Et ensuite, on vous présentera le nouveau modèle économique et ce que ADES Logique peut apporter par rapport à ce nouveau modèle économique. Alors bonjour à tous, Peggy Munich, moi je vais me présenter, j'accompagne donc Christine Chavigny qui est la fondatrice de la méthodologie ADES Logique. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes et très impliquée dans tout ce qui a attrait à la RSE, au nouveau modèle économique dit de rupture et formée on va dire en autodidacte sur différentes normes ISO, sur la méthodologie de Christine, et également sur l'établissement des BGS, des bilans carbone. Parler de nouveaux modèles économiques, donc pour parler de valeurs extra-financières, souvent on parle de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire c'est des transformations économiques où on va passer d'un modèle actuel qui est linéaire, où on sent que le modèle est en train de se transformer pour devenir une économie circulaire. Alors, petite aparté, quand on parle de nouveaux paradigmes, j'aimerais bien que vous regardiez des conférences de Marc Alévi, qui est un physicien et philosophe français, qui a écrit un bouquin il y a 6 ans de ça, qui s'appelait « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» et qui définit très bien en fait toutes les systèmes, on va dire, complexes, et surtout ces changements en fait de modèle. Donc il explique bien ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire qu'on est, à l'ère d'une bifurcation de modèles économiques. Et on est à la période où nous sommes dans la zone de turbulence, c'est-à-dire, en fait c'est assez simple, hein, il y a une phase de décroissance du modèle économique actuel qui est en train de s'éteindre. Et donc ce qu'on retrouve depuis que le monde est monde, hein, historiquement on a retrouvé ça à différentes époques, et le modèle émergent, dont tu vas parler justement tout à l'heure, et que ADES Logique apporte en tout cas comme solution technique pour accompagner ce modèle, donc qui est en train d'émerger. Et donc là, on est dans une espèce de nœud entre une bataille entre ceux qui veulent maintenir en fait ce modèle qui est en train de s'arrêter et effectivement les nouveaux entrants dans ce système. Sachant qu'à la fin, effectivement, ces nouveaux entrants qui vont prendre en compte l'évolution économique du monde, et c'est pour ça qu'on parle d'économie de développement durable, de la RSE, des ODD, sont les entreprises de demain qui seront pérennes. Donc il faut emprunter évidemment ce nouveau chemin. Donc effectivement, dans l'ancien modèle, on parlait que de modèles économiques basés sur une valeur financière. Dans le nouveau, heureusement, et en même temps ça paraît être du bon sens, on parle de la valeur extra-financière qui va faire partie intégrante en fait de la valeur d'une entreprise. Et donc après la question c'est comment on intègre tous ces extra-financiers. Parce que le financier on sait faire, le reste, on est en train d'apprendre. Tu me dis si je suis trop longue, hein, moi je dilue, ça me passionne. Donc, j'aime beaucoup cette phrase que tu as mise, pas de transition écologique sans transition économique. Pour moi, ça me paraît évident. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Oui, si on veut absolument que les entreprises viennent sur ces schémas-là, il est évident qu'il faut maintenir l'économie et que la rentabilité des entreprises. Hein. Sinon, on n'aura personne. Et puis en plus, ça va être assez compliqué aussi pour qu'elles deviennent pérennes. Voilà. Sans économie, ça... Un modèle, enfin un changement de paradigme ou un changement d'économie ou un modèle de rupture, on ne va pas changer complètement les données financières derrière. C'est qu'on va venir agréger en plus des éléments financiers, des données extra-financières, et on va mesurer en fait les impacts des entreprises sur l'environnement au sens large. Et ce que tu as mis, une phrase hyper importante, c'est l'histoire du territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner maintenant avec nos entreprises sans prendre en compte l'impact local et au niveau territorial. Oui, il y a une véritable synergie entre l'entreprise et le territoire et c'est très important d'allier les deux. Oui.
Donc dans les différentes, on va dire, thématiques, alors on va retrouver ce qu'on va développer rapidement, c'est-à-dire pour faire un petit rappel, on va dire historique, donc le développement durable, la RSE, les ODD, c'est-à-dire les obligations de développement durable. Et puis après, on va glisser gentiment vers les obligations, on va dire, de reporting. Donc il y avait la DPEF qui va se transformer à partir de 2024 en rapport de durabilité. Mais tout ça, ça rejoint, on va dire, les mêmes objectifs de changement de modèle. Donc sur le développement durable, c'est vrai, souvent, on pense à l'écologie, mais c'est en fait un sous-ensemble, effectivement, de la thématique du développement durable. Donc quand on voit le petit, on le voit un peu mieux à l'écran, le petit picto, là, qui fait une espèce de rosace, donc c'est, on va dire, la rencontre, enfin le côté optimum de la durabilité, c'est la rencontre, on va dire, de l'environnement, du social. Et alors là, ils mettent de l'économie. Moi, personnellement, j'aurais mis autre chose, parce que j'aurais mis plutôt le sociétal, ouais, pour rester cohérent en fait avec la RSE. Qui rejoint en fait ces trois éléments, c'est-à-dire l'environnement, le social, le sociétal. L'économie, pour moi, si vous voulez, c'est encore en arrière. C'est-à-dire qu'il faudrait redonner, entre guillemets, ces lettres de noblesse au terme économie qui avait été définie à l'époque comme une allocation des ressources rares qui rentrent dans des dans des processus de production, de distribution, etc. Et quand on parle de ces allocations de ressources rares, on parle de quoi en fait? C'est l'environnement, donc la nature, puisqu'on s'appuie effectivement sur des ressources pour pouvoir produire, et évidemment le social, c'est-à-dire l'humain, c'est-à-dire le travail. Et donc ça, quand on met ça ensemble, on fait société. Donc c'est le sociétal. Donc l'économie, pour moi, c'est l'ensemble de ces trois éléments. Et on a une nécessité d'équilibrer ces trois éléments pour obtenir une économie derrière qui soit pérenne et durable. Oui, tout à fait. Ça vous va? Bon. Et donc la définition qui avait été donnée, c'était ça. C'était surtout, on pense effectivement à un développement qui répond en fait aux besoins d'aujourd'hui, mais on ne va pas amputer les générations futures sur les besoins qu'elles auront à ce moment-là. Autant vous dire que jusqu'à présent, c'est un échec. Clairement, oui. Alors il y a pas mal de termes, ce que je disais tout à l'heure, on va passer dessus, parce qu'on va en parler un petit peu après. Donc il y a la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, les objectifs de développement durable, et l'ESG, je vais le faire en anglais, Environment, Social and Governance. Et ça, c'est les FRAG. Je passe après. Donc les ODD, ça a été adopté donc, par l'Assemblée générale de l'ONU en 2015. Et donc c'est des... Agenda 2030, on n'est pas loin, hein. On est 2022, ça se rapproche. Donc il y avait 17 objectifs que vous revoyez là dans les petits pictogrammes. Et des indicateurs qui ont été établis, parce qu'évidemment mettre des objectifs qui sont, j'ai envie de vous dire, très altruistes, très universels et sur lesquels tout le monde va être forcément d'accord. C'est après comment on met ça en œuvre, comment on mesure surtout. Alors, je vais parler de la France. Alors, la France, elle a mis en place sa feuille de route, elle, en septembre 2019. Et elle a orienté cette feuille de route, alors ça rejoint évidemment les 17 ODD, mais sur 3 enjeux principaux. Ouais. Voilà. Le premier, je vais vous les passer rapidement, c'était agir pour une transition juste en luttant contre les discriminations et les inégalités. Le deuxième, c'était transformer les modèles de société par la sobriété carbone et l'économie des ressources naturelles. Et on voit avec les actualités que vraiment c'est de plus en plus poussif dans ce sens-là. S'appuyer sur l'éducation et la formation, ça aussi effectivement la ressource de la jeunesse, très très important pour pouvoir avancer après avec les entreprises de demain. C'est le futur. Absolument. Donc pour permettre effectivement derrière une évolution des comportements et des modes de vie qui soient adaptés au monde qu'on va construire demain. Effectivement, il faut que ce soit soutenable. Ensuite, le quatrième, c'est agir pour la santé et le bien-être de tous, notamment via une agriculture et une alimentation saine et durable. Quelque part, on a l'impression, franchement, moi, je lis ça, on enfonce des portes ouvertes. J'ai l'impression d'un retour à l'époque de ma grand-mère où c'était monnaie courante. Et là, on se dit, mais il faut faire ça pour pouvoir rendre en fait l'économie pérenne et viable. En fait, c'est de ça dont on parle. Hein.
Et ensuite, donc, le 5e, c'est rendre effective la participation citoyenne à l'atteinte de l'objectif de développement durable et concrétiser la transformation des pratiques à travers le renforcement de l'expérimentation. Et on revient sur l'innovation territoriale, à nouveau le local, très important. Et le dernier, c'est, alors là au plan un peu plus large, parce que c'est quand même au départ des objectifs européens, c'est œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable des sociétés, de la paix et de la solidarité. Alors juste, la France donc il y a 232 indicateurs. Vous avez cette base qui est répertoriée sur le site de l'INSEE. La France en a retenu 98. J'ai pris un petit exemple. Alors il y a des choses qui vont bien, qui s'améliorent, d'autres pas du tout, et d'autres des indicateurs où c'est assez stable. Donc sur les 17 objectifs, il y a des indicateurs que vous pouvez suivre sur le site de l'INSEE. Donc par exemple, pour l'indicateur qui dessert l'objectif 6, qui est sur l'eau, je crois. C'est ça, oui. Il y en a un qui porte sur les populations desservies par une eau qui ne soit pas conforme, qu'elle soit donc d'un point de vue de la microbiologie ou de la constitution chimique. Mais 2010, c'était 0,5% pour la microbiologie. 2018, c'est 2%, donc 2% de non-conformité. Donc on voit que ça ne s'améliore pas. Et de la même manière pour les pollutions chimiques. C'est passé de 1,1 à 2,3. Qu'est-ce que je vous avais noté d'autre? Après, je n'ai pas noté tous les éléments, vous irez le voir sur le site. Mais par exemple, vous avez le taux de boisement. Ça, par exemple, il y a une amélioration. On a augmenté les surfaces boisées en France. Alors après, quand on voit les incendies, moi je suis originaire du sud-ouest de la France, qu'on a eu les incendies cataclysmiques de cet été. Bon, il faut voir comment on reboise, avec quelle qualité aussi, quelles espèces. Si on maintient les essences, ou si on fait un petit effort d'étude en amont. Exactement. Avant de chercher effectivement à remettre la même chose qui va rebrûler peut-être dans 20 ans. Et encore, peut-être même 10. Après, vous avez par exemple l'état de conservation des habitats naturels. Ça, c'est une cata, par exemple, alors qu'on se dit qu'on va essayer de maintenir la biodiversité. Bon, mais ça, manifestement, c'est pas opérant. Je ne vais pas tous vous les passer. Il y avait aussi quelque chose qui était assez rigolo aussi en termes d'espèces, c'est que les populations d'oiseaux communes sont en régression, en disparition. Ouais. Par contre, les espèces exotiques envahissantes sont en forte hausse. Donc on voit bien ces évolutions qui impactent après derrière l'économie, puisque ça va avoir un effet. On parlait aussi de l'alimentation, l'agriculture biologique. Et les exploitations en haute valeur environnementale, il y en avait 0 en 2014. 2020, il y en a 14 000. Donc on sent bien quand même qu'il y a une orientation et un changement, ce qu'on parlait tout à l'heure, de paradigme, de modèle en tout cas. Voilà ce qu'on peut dire sur les ODD. Et vous pouvez retrouver les indicateurs. C'est assez intéressant à aller voir sur le site de l'INSEE, pour la France en tout cas. Là, je vais passer vite. La RSE, oui, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Voilà, la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, sachant qu'effectivement, ça s'inscrit dans une démarche volontaire. Voilà, volontaire. C'est-à-dire que l'entreprise choisit à un moment donné de mesurer, de prendre en compte en tout cas les effets qu'elle peut avoir sur la société d'un point de vue environnemental, social et sociétal. La norme ISO 26000, qui traduit effectivement tout ce qui est la RSE, et notamment c'est les 7 piliers qu'on retrouve en bas, voilà, c'est ça. C'est un bon support pour pouvoir faire le cheminement vers une RSE véritablement respectable et puis et durable. Voilà, mais donc on reste quand même dans on comprend que la logique, c'est... moi, c'est un peu comme ça que je résumerai ça à la fin, c'est... on a l'impression que l'objectif quand même c'est de réparer ou en tout cas préserver les biens communs universels. C'est-à-dire c'est l'accès à l'eau, un air pur. Donc on sent que ça, il y a quand même des enjeux primordiaux là-dedans. Et de réintégrer aussi une valeur un peu morale aussi dans la responsabilité de chacun sur la manière qu'on a de produire et d'impacter notre environnement, comment on travaille avec les parties prenantes, etc.
Donc, dans on va dire la matérialisation de ces engagements, on avait la DPEF, qui est la déclaration de performance extra-financière, qui était issue de la NFRD. Ça change en fait. Donc ça, c'était un reporting extra-financier qui concernait certains types d'entreprises, donc seulement en fait 11 000 entreprises, hein, ce qui est peu. Donc c'était les entreprises de plus de 500 salariés. Il y avait dans le public aussi les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. C'était obligatoire. Hein. Et les entreprises à la RSE cotées. Qui est volontaire, là c'était obligatoire. Voilà. Avec donc des obligations de reporting sur les engagements portés en termes d'environnement, enfin de RSE hein, d'une manière générale, et de développement durable. Ah, pardon, je vous ai fait une petite... je ne sais pas quoi. Comment tu remets ça? Alors attends, on va essayer de... Ah oui, en bas, voilà. Voilà, alors après, hop. Peut-être... Ah pardon. Parce qu'à l'écran... Ah bon, très bien. Pardon. Donc la DPEF disparaît et... Oui. Vas-y, ah non. continue. Ça a changé quand tu m'as mis ça. Et on... Tu vois? Est-ce qu'on est OK? Excusez-nous. Voilà. Et on a la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, qu'on va appeler le rapport de durabilité. C'est juste des changements, on va dire, terminologiques, mais derrière avec des obligations plus poussives en termes de reporting. Donc, alors là, il y a vraiment des obligations qui sont normées, chiffrées. Voilà. Contrairement à la DPEF où en fait les entreprises... C'était du déclaratif. Puis prenez un peu les indicateurs qui les arrangeaient. Là, il y a des indicateurs qui sont imposés et des modes de calcul totalement imposés. Donc il va y avoir effectivement, et alors tout ça pour harmoniser en fait les pratiques et pour avoir une comparabilité en fait entre les entreprises. Ouais. Donc, et également, on voit que le panel d'entreprises touchées s'élargit et on passe à 50 000 entreprises. Donc 5 fois plus à peu près. Ouais, ce dont on parlait au tout début, c'est-à-dire que le changement de modèle économique qui s'opère et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que les contraintes en fait réglementaires arrivent et qu'il faut anticiper en fait ce changement. Les entreprises qui ne vont pas anticiper, alors on se dit effectivement, ça va concerner que les grosses entreprises, mais par effet concentrique, progressivement, on va avoir l'ensemble de l'économie qui va être touchée par ces obligations. Oui, parce que les seuils, ça va être comme pour le bilan carbone. Exactement. Hein. Les seuils vont descendre hein, et donc tout le monde à terme va se retrouver des 50 salariés concernés par ces documents obligatoires. Exactement. Donc là, c'est ce qu'on disait effectivement, avec des indicateurs imposés et puis oui, de pouvoir comparer aussi, harmoniser les méthodes. C'était aussi pour lutter, parce que c'est vrai que la DPEF était souvent taxée d'entreprises qui faisaient du greenwashing. Donc c'est aussi pour remettre un peu d'éthique et de morale en fait, dans les pratiques de reporting RSE. Oui, alors il y a une double, dans l'approche qui est intéressante sur le rapport de durabilité, c'est la double matérialité qui sera obligatoire. Donc, c'est-à-dire qu'on se pose deux questions. C'est d'une part, quelles sont les conséquences des impacts de l'extérieur sur mon entreprise et inversement. Donc, on prend vraiment l'ensemble on va dire, des interactions entre l'entreprise et le monde économique et le retour également. Donc, c'est les impacts de l'activité sur le climat et les risques climatiques qui pèsent sur le climat. Donc on est vraiment, je trouve que le terme là qu'ils ont choisi de rapport de durabilité, ou on aurait pu dire de pérennité, est vraiment bien choisi. Ouais, bien choisi, c'est très très adapté. Et évidemment, comment sont gérées les problématiques par la gouvernance, parce que dans ces entreprises effectivement qui sont d'une certaine taille, avec des gouvernances qui sont complexes souvent. Le rôle qu'elles jouent est prépondérant en fait pour la mise en œuvre en fait des actions, parce que c'est ça derrière, hein, c'est pas faire que du rapport, hein, c'est des rapports qui en sous-jacent impliquent que les entreprises s'engagent à réduire leurs impacts.
Alors la nouveauté, c'est que ce document-là sera intégré au rapport de gestion, donc ça sera les commissaires aux comptes qui devront faire une partie du contrôle. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment une nouveauté Et les audits importante. se feront au niveau européen. Ça aussi, c'est totalement différent par rapport à la DPEF. Oui, donc il y a un encadrement réglementaire qui commence à être plus poussif là-dessus. Oui. Accélère un peu. Ouais. Là, on va passer rapidement. C'est sur les sur on va dire le planning des entreprises qui seront concernées. Donc, ça démarre à partir de janvier 2024 et jusqu'à 2028. Pardon. Ça n'a pas changé. Ah, pardon. Je crois que tu l'as là en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. On va passer aussi rapidement là-dessus. Donc, taxonomie verte, c'est une classification en fait des activités économiques qui seront considérées comme durables, et notamment pour les investissements et les financements. Donc, de plus en plus, donc c'est aussi comme ça que on va dire que l'économie au sens large et les parties prenantes vont contraindre l'ensemble des entreprises à emprunter le chemin on va dire d'actions plus vertueuses et de mesures d'impact de leur activité sur l'environnement, etc. C'est le recours au financement qui va prendre en compte les éléments issus de la taxonomie verte. Donc, je vais laisser Christine prendre la suite sur la présentation. Hop, je te laisse avancer sur Voilà. la vision en fait globale. Donc, ce qu'on disait au tout début, le reporting financier ne suffit plus, évidemment. On va vers un reporting extra-financier associé au financier pour avoir un pilotage et une vision globale de l'entreprise au sein de son environnement. Je vais prendre ta place. Ah, pardon. Pour la caméra. Alors, il est bien de rechercher ce qui n'est pas compté, parce que généralement, ça compte. Et c'est ça la différence avec le financier, parce que le financier, on essaye de compter et on ne cherche pas ce qui n'est pas visible. Parce qu'on a quand même beaucoup de coûts cachés, et ces coûts cachés, effectivement, certes, ils sont cachés, mais ils ne sont pas invisibles. On va passer maintenant sur le nouveau modèle économique. Alors, je vous présenterai celui de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Il est vrai que j'ai essentiellement des clients sur cette thématique-là. Alors, est-ce que ce sont des personnes plus sensibilisées que les autres? Je ne sais pas. Mais alors, j'ai fait un bain, parce que c'est vrai qu'il y a un an, je ne maîtrisais pas trop le sujet. Mais depuis un an, j'ai participé avec des structures de conseil qui sont dédiées à 100% à l'économie de la fonctionnalité. Et je me suis intéressée, j'ai trouvé que c'était intéressant, que c'était une bonne approche. C'est une économie collaborative, et donc c'est un modèle socio-économique qui repose sur le partage, l'échange du bien et du service, de la connaissance. Et ce n'est pas de la consommation. En fait, ce qu'on consomme, c'est de l'usage. Ce n'est pas le bien en lui-même. Oui, juste là, ça revient exactement au modèle de rupture qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la possession et des biens de consommation, on privilégie l'usage en fait. Et en fait, c'est un modèle économique qui consiste de passer de la vente d'un volume, d'un bien, à la vente d'une solution globale qui intègre des biens et des services associés dans le but d'atteindre une performance d'usage ou territoriale. C'est le passage de la vente du bien, du service, à la vente de l'usage. Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup trop de produits qui ont une obsolescence programmée, et cette pratique d'utilisation de l'usage, ça permet d'enrayer l'obsolescence programmée, parce que le fournisseur va chercher à optimiser. Comme c'est le fournisseur qui restera détenteur du bien, il va chercher à optimiser la qualité, limiter les pannes,
Généralement, il y a de l'éco-conception derrière. On fait un produit éco-conçu pour avoir moins de panne, de la meilleure qualité, et pour qu'il y ait un équilibre gagnant-gagnant entre le client et le fournisseur. Alors, l'économie de fonctionnalité, c'est basé sur la performance du bien ou du service, sur la durabilité et sur la recyclabilité et la gestion de fin de vie. Oui, merci. Donc je vous ai fait je vous ai mis le petit tableau qui vient d'Artemis. Artemis, pardon. C'est une structure qui fait de l'économie de fonctionnalité. L'économie de fonctionnalité de la coopération, c'est un des piliers de l'économie circulaire. Et ce pilier-là, lui-même, est optimisé à l'aide d'autres piliers de l'économie circulaire. Comme je parlais tout à l'heure, l'éco-conception, ça permet aussi de faire de la réparation. Tout ça, ce sont des éléments de l'économie circulaire. Alors, ouais, il y a l'éco-conception, l'allongement de la durée de l'usage, la réutilisation des biens. Alors, il faut quand même préciser que l'économie circulaire, ce n'est pas forcément que du local. Et si le produit n'est pas sur le territoire, il faudra bien le chercher quelque part. Alors, en fait, l'approche d'économie de fonctionnalité, c'est comment, en s'y prenant différemment, on peut générer quelque part une autre forme de gisement de valeur, une autre forme que celle qu'on a l'habitude d'avoir sur nos factures, c'est-à-dire la vente. Parce que souvent, on apporte autre chose que l'élément qui est passé sur la facture. On peut apporter, grâce au matériel que l'on propose, moins de stress, plus d'efficacité. Et ça, c'est assez important aussi d'en tenir compte et de le faire mentionner aux clients. Alors, les avantages de l'EFC. Alors, on recherche du prolongement de la durée de vie. C'est aussi une opportunité de bâtir des avantages compétitifs et des meilleures relations avec les parties prenantes. C'est vrai que ça, le relationnel, c'est quelque chose de très intéressant quand on est en train de concevoir un projet où on met de l'économie de fonctionnalité à l'intérieur. Il y a vraiment une relation de confiance et les clients et les fournisseurs, on échange, on discute, plus les services et prestataires qui sont autour. Et le but, c'est que tout le monde gagne quelque chose. Et ce n'est pas qu'un gagne plus d'argent que l'autre. On recherche un équilibre. On recherche aussi une durabilité des produits, avoir moins de plans de charge peut-être chez le client, plus de récurrence. On recherche une montée en compétences des deux côtés. Et puis faire du travail une valeur qui compte, avec des créations potentielles d'immatériel. Bien souvent, les conceptions d'un bien que l'on propose à la vente est conçue. On réduit donc la consommation des ressources, on réduit les déchets, ou on les gère mieux aussi. On cherche à utiliser les énergies renouvelables, à allonger la durée de vie, à optimiser l'utilisation de l'usage. Tous ces éléments-là, c'est de l'économie de fonctionnalité. Alors, actuellement, avec les défis actuels, entre la guerre en Ukraine, Covid, problèmes de logistique suite au Covid, tous ces éléments-là, on s'aperçoit qu'il est urgent de commencer à avoir une autre façon de gérer ses stocks, sa façon de produire. Et l'innovation, c'est une façon d'essayer d'anticiper et d'éviter toutes ces problématiques. Et l'économie de fonctionnalité, c'est aussi une démarche qui est un outil concurrentiel assez puissant. Alors, comment adopter le modèle? L'entreprise doit réfléchir et commencer à apprendre à produire autrement. Alors, surtout, le dirigeant, c'est le moteur du changement. Il doit être persuadé du bien fondé de ce modèle. Sans sa participation pleinement, c'est inutile d'aller sur ce schéma-là. Enfin, le prestataire de service qui va essayer d'accompagner va trop galérer. Alors, il faut donc modifier le modèle d'affaires de l'entreprise après avoir bien analysé son activité. Chercher à innover pour concevoir des produits plus durables, plus faciles à utiliser. Et là, ce qui est important, c'est aussi vraiment de co-construire les solutions avec le client et le fournisseur. Effectivement, on m'a dit aussi que les assureurs, c'était bien de les prendre en compte. Les investisseurs et les collectivités. Parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, le territoire, il y a une importance. Quand on fait d'économie de fonctionnalité, le territoire en a des avantages.
Alors parallèlement, il faut donc faire évoluer son organisation interne parce que quand on est dans un schéma de vente, ce n'est pas le même schéma que le schéma de prestation de service où en fait on fait de la location de l'usage. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc il faut qu'en interne, on modifie l'organisation. Il faut donc enrichir les compétences de ses collaborateurs, mais aussi des collaborateurs des clients. Parce que si on veut qu'ils comprennent bien et qu'ils puissent utiliser, il faut que des deux côtés, tout le monde soit suffisamment formé pour pouvoir bénéficier complètement de l'économie de fonctionnalité. Et il faut être véritablement impliqué. Alors au niveau du client, il faut que le client comprenne qu'il faut faire de l'achat durable. Il faut qu'ils changent leur mode de sélection de leurs fournisseurs et parfois même les critères. Il faut qu'ils apprennent à ne plus vouloir posséder et se contenter d'utiliser. Ça, je pense que parfois, ça peut être un peu compliqué dans certaines structures. Analyser les impacts, les externalités négatives occasionnées par ces achats. C'est là où Hades Logic, quand on fait sur toute la chaîne de valeur, qu'on cherche tous les impacts, effectivement, au niveau service achat, eh bien, on aide à trouver les impacts qui sont des externalités négatives par rapport aux achats qu'on a effectués. On le fait sur les autres éléments de la chaîne de valeur, mais là déjà, quand on parle d'achat, effectivement, c'est important de le faire. Il faut, après avoir analysé, tenir compte des impacts, mener des actions pour les corriger, et la correction peut permettre de valoriser l'économie de fonctionnalité de coopération. Quelle est l'utilité de ce nouveau modèle économique? Trouver des solutions et faire mieux avec moins de ressources naturelles. Ça, c'est important. Réfléchir comment anticiper pour éviter les mauvaises surprises telles que l'absence d'approvisionnement, les problèmes de logistique, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce qui nous évite de nous retrouver face au mur. Et construire une véritable démarche d'usager et de l'entreprise afin de trouver la solution la plus adaptée aux besoins et donc la plus performante. Le décideur va chercher à développer une offre intégrant une valeur servicielle plus élevée pour la mettre à disposition de ses clients. Alors, qu'est-ce qui peut bouger dans la mise en place? Eh bien, en fait, quand on fait de l'économie de fonctionnalité, on peut peut-être économiser du temps de travail à son client. On peut aussi faire des économies de stress parce que si on a un matériel qui fonctionne bien, que c'est juste l'usage, qu'on n'a pas à penser à la maintenance, tout ça, effectivement, on bénéficie de l'utilisation, mais on n'a plus les tracasseries d'à côté de gestion de tous ces problèmes de maintenance. Et on peut faire des économies de GES parce que comme on a moins de ressources naturelles, on a moins d'impact, on a tous ces éléments-là à prendre en compte. Alors, quel est l'intérêt? L'offre ne propose plus un bien, mais un ensemble de prestations. On recherche donc à développer une valeur servicielle plus élevée. C'est donc une solution intégrée. Il y a une dynamique de coopération qui est mise en place. L'entité prendra en charge les externalités et les limitera au maximum, puisque ça sera à sa charge, donc il cherchera absolument à limiter. L'innovation, le développement des connaissances au fur et à mesure du changement du modèle d'affaires valorise l'entreprise et crée de la valeur immatérielle. Des mesures incitatives pour motiver les retours des produits usagés ainsi que l'intégration de nouveaux procédés comme la refabrication, la remise en état ou la réparation. Ça, c'est aussi des éléments qui sont aujourd'hui valorisants en extra-financier. Je connais une entreprise où ils ont créé un scooter qui apparemment ne sera jamais obsolète. Tout se remplace. Ils ont utilisé du matériel aérospatial pour ne pas avoir de l'usure. Et c'est vrai que ça c'est surprenant parce qu'on se rend compte que c'est faisable. Et là, la ressource naturelle, on va effectivement limiter la consommation de ressources naturelles. La pertinence et la qualité de chaque élément du modèle comptent, mais le plus important, c'est la cohérence et l'intégration des éléments. Alors, il y a une petite fragilité au niveau de la frontière entre location et économie de la fonctionnalité. Alors là, j'ai juste mis deux exemples. Quand il y a un partage de logement, ça fait partie de l'économie circulaire. C'est lorsque le particulier loue son appartement pendant qu'il est absent. Donc effectivement,
Au lieu que l'appartement soit vide, il est utilisé, on optimise. Mais quand c'est des logements qui sont dédiés initialement à la location, ça, en fait, là, ça reste de la location. C'est pas de l'économie de fonctionnalité. Il faut qu'au départ, ça soit pas conçu pour de la location pour pouvoir bien voir la distinction. Pareil, le covoiturage entre particuliers, d'habitude, la voiture est utilisée que pour le particulier. Là, on profite d'une possibilité de prendre en charge d'autres personnes pour faire le déplacement, ce qui diffère parce qu'en fait, ce qui diffère des locations de voitures au niveau du partage, parce que là, dans ce cas-là, c'est simplement de la location, puisque c'est une utilisation qui est faite au départ pour ça. Alors, pourquoi changer de modèle économique? C'est parce qu'on voit bien qu'en ce moment tout change et qu'effectivement il faut peut-être commencer à penser à voir autrement. Il y a un préalable pour changer de modèle économique, c'est de vraiment tout remettre sa démarche à plat. Ça nécessite du temps parce que ça ne se fait pas rapidement. Il faut bien analyser tout le process pour ne pas se tromper. Il faut des compétences pour mettre en œuvre et être accompagné et faire de l'amélioration continue. Alors l'impulsion, comme je disais tout à l'heure, doit absolument venir du dirigeant pour une réussite assurée. Alors c'est pour ça que je précisais qu'il est bien que les entreprises soient accompagnées pour pouvoir bien avoir un schéma assez rapide, droit, pour aller sur la bonne direction. Et l'intérêt aussi d'être accompagné par une structure extérieure, c'est que la structure a un regard extérieur neuf. Il ne connaît pas l'entreprise, il ne vit pas dedans. Donc, il va sûrement voir des éléments, des habitudes, des anomalies que les salariés ne verraient pas dans l'entreprise parce qu'ils sont tout le temps, tous les jours confrontés à ça. Et donc, arrivé à un moment, ça devient invisible. Alors, l'utilité de la méthode ADS logique, c'est d'apporter un éclairage sur les alternatives possibles et aider à choisir, mais pas choisir à la place de l'entreprise. Alors, cela suppose que dès le départ, en fait, on doit avoir accès au projet avant que tout soit décidé, bien en amont, pour optimiser la coopération. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme frein à l'économie de fonctionnalité? C'est les habitudes des clients, les habitudes qu'il faut casser et il faut donc imposer un changement. Alors, ça nécessite du temps parce qu'il faut se remettre en cause. Ce n'est pas toujours simple de se remettre en cause. Peut-être que, avec ce qu'on subit depuis ces 5 dernières années, ça va être un peu plus facile, mais ça reste quand même assez compliqué. Le coût de la mise en place existe, mais il s'étalera de façon dans le temps. Et surtout, ça permet une pérennité pour l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir favoriser l'économie de fonctionnalité? Alors, il faut faire du lâcher-prise parce qu'on est tellement habitué à avoir un peu son train-train. Là, il faut se laisser aller, il faut se poser, il faut réfléchir, prendre son temps pour optimiser la réussite. Bien comprendre, c'est-à-dire bien échanger avec son client, avec son fournisseur pour voir le besoin de l'utilisateur, partager ses idées, accepter les idées des autres, identifier les externalités qui sont bien souvent négatives. Il y a peu d'entités qui ont des externalités positives au moment où on choisit de faire le changement de modèle économique. Après, effectivement, une fois qu'elles auront installé l'économie de fonctionnalité dans leur structure, les impacts deviennent plus positifs. Alors, dans ADS logique, effectivement, on cherche à identifier les impacts et j'en ai dénombré 10. Oui. Non, tu as continue, dis donc. Ah non. Alors, on a l'air, l'eau, l'énergie, le sol et la ressource naturelle,
le déchet, on a la biodiversité du vivant, le territoire, tout ce qui est sciences humaines, sociales. Alors là, dans cette partie-là, on met surtout tout ce qui est les problématiques d'absentéisme, de RPS, de TMS, enfin, toutes ces problématiques liées au bien-être du salarié. On a tout ce qui est risque, vigilance, sécurité. J'ai quand même dénombré plus de 380 risques qui peuvent exister sur les entreprises. Et ça, personne ne fait une liste pour essayer de repérer la probabilité d'avoir une possibilité de se retrouver face à un risque. Alors que c'est bien de pouvoir les identifier en amont pour pouvoir essayer de gérer s'il y a une crise sur ce point-là. Et en fait, le dernier, ce n'est pas un impact, mais tous ceux qui ont des externalités positives, ça devient une valeur pour l'entreprise et c'est de l'immatériel. En fait, Christine, l'idée, c'est de mettre en avant l'ensemble des risques que peut subir une entreprise, Ades Logic, de se prémunir de ça, de les anticiper, et pour après les transformer en avantage. En avantage. Voilà, c'est ça. Et ça permet de piloter de manière moins aveugle en fait l'entreprise. Et d'anticiper les problèmes. Au regard des problématiques environnementales, sociales et sociétales qu'on va rencontrer. Ouais, ça permet d'anticiper parce que le but quand même aujourd'hui c'est de chercher à anticiper pour pouvoir avoir le temps de gérer correctement les problématiques et de pouvoir, si on veut rester pérenne, et de pouvoir retrouver un socle stable. Alors comment on procède ? Alors, c'est là où Ades Logic a toute son utilité. On réalise une mise à plat du business model de l'entité. On détermine le périmètre dans lequel on va procéder à l'analyse, parce que ce n'est pas forcément toute l'entreprise, ça peut être qu'un secteur. On identifie le rôle de chacun, le rôle de chaque acteur et de la gouvernance. On va rechercher les impacts négatifs et positifs sur la chaîne de valeur, établir un état des lieux, parce qu'il faut qu'on sache de quoi on part pour savoir où on veut aller. On essaye de connaître la disponibilité des données, la granularité des données et leur fiabilité, parce que ça, c'est parfois très compliqué d'avoir dans certaines structures ces informations-là. Et en fait, les impacts, ils doivent être mesurables, transparents, traçables et auditables. Parce que si on veut qu'ils soient fiables, il faut remplir ces conditions-là. Si un impact n'est pas mesurable, dans ce cas-là, on fait un indicateur et qu'on suit pendant 10 ans. C'est possible, il y a des choses qui sont très compliquées. Au niveau de la biodiversité, il y a quand même beaucoup d'éléments un peu compliqués. Donc, on cherche plutôt à atteindre un indicateur qu'on met sur une période de 10 ans parce que je trouve qu'il faut bien voir l'évolution dans le temps. Et sinon, on cherche aussi à obtenir les objectifs à atteindre pour diminuer les externalités négatives pour le futur projet. Alors, comment on procède? On va continuer. On trouve les impacts et on va chercher à les rendre positives pour rester économiquement viables. On priorise les enjeux. On définit la matrice de matérialité. On fixe les objectifs et les actions à mener pour les atteindre. On hiérarchise les actions à mener. On définit, on structure les actions à mener. On fait un prévisionnel réaliste parce qu'il faut savoir en fait, il faut qu'on puisse quand même dans le temps, sur le court, long et moyen terme, parce que tout n'est pas faisable en court terme et il y a certains éléments qu'on ne peut faire qu'avec le temps. Donc ça, il faut bien déterminer ce qu'on met comme action à chacun de ces niveaux. On agit et on fait un suivi régulier et planifier des actions et des objectifs. Parce que si on fait une planification et qu'on ne va jamais contrôler si on est sur le chemin correctement, ça ne sert à rien parce qu'on va se prendre un mur. Donc là, il faut régulièrement bien déterminer des dates ou des avancées de projet et vérifier si on est bien sur la bonne voie du prévisionnel. On corrige quand on sort du chemin, on réintègre des projets, enfin pas des projets, je veux dire plutôt des mises en action si on s'aperçoit que oui, on n'a pas pensé à ça mais qu'il faudrait le faire, donc on réintègre et on essaye d'adapter les changements aux besoins. Alors juste, je me permets d'intervenir. En fait, Ades Logic est typiquement dans l'amélioration continue et ce que préconise en fait la roue de Deming, c'est-à-dire que
On anticipe, on agit, on vérifie et puis on rectifie. Alors c'est vrai qu'avec le rapport de durabilité, Hades Logic prend en compte à 100% tout ce qui est économie circulaire et on n'a rien à changer, hein. On a déjà tout avec la méthode. Et je lisais un rapport de Mazars qui était en train d'analyser un petit peu l'avancée des entreprises qui aujourd'hui font une DPEF et qui vont devoir demain faire un rapport de durabilité. Et il y en a plusieurs qui ont du souci à se faire, hein, parce qu'en gros, je crois qu'il y a autour de 50% où ils n'ont pas du tout prévu ça. Donc, rien n'est structuré aujourd'hui pour répondre aux obligations qu'ils vont avoir dans 1 ou 2 ans. Alors, l'économie circulaire, parce qu'effectivement, pour atteindre les différentes demandes, il faudra passer par l'économie circulaire en procédant à des achats durables pour préserver la ressource. On prendra du recyclé, on prendra du réemploi. Ça, effectivement, dans l'économie de fonctionnalité, on a aussi cette dimension de vouloir vraiment utiliser l'économie circulaire sur tous ces piliers pour pouvoir limiter la ressource. En même temps, en changeant de modèle économique, on favorise l'économie de fonctionnalité à la place de la vente. Et les KPI ou des indicateurs de circularité devront être communiqués, comme je disais tout à l'heure, dans le rapport de durabilité. Et ça, on l'a déjà. Par exemple, on est tout à fait capable de dire le montant des achats recyclés par rapport au total des achats. Pour que tout soit facile à gérer, il est important que les parties prenantes soient bien impliquées. Il faut vraiment travailler en coopération. Il faut être impliqué à 100% pour aboutir et réussir le projet. Il faut dialoguer, identifier les synergies, les hiérarchiser, intégrer les outils collaboratifs, organiser des réunions et des points réguliers. Parce que sinon, le fournisseur va peut-être partir dans un sens, le client dans un autre, et on n'aura pas de point où on pourra se retrouver. Il faut impliquer les collaborateurs pour mener à bien le changement. Parce qu'il faut qu'ils se sentent intégrés dans ce progrès-là pour pouvoir être après tout à fait volontaires et prêts à aller sur ce nouveau schéma. Il faut agir. Et pour progresser ensemble, il faut bien identifier les marges d'amélioration. Et lorsqu'on travaille ensemble, il y a une véritable synergie, un lien de confiance qui est créé. Il y a une complicité, et c'est vrai que, enfin moi je l'ai vu dans mon travail, il y a vraiment, alors les réunions sont très agréables, personne ne va chercher à avoir le plus d'avantages que l'autre. Et alors c'est pas un monde de bisounours, mais je veux dire, il y a quand même, on voit bien qu'il y a un état d'esprit qui est totalement différent à celui qu'on a d'habitude, où on a l'acheteur et le vendeur. Où là, c'est qui va être le premier à faire le meilleur résultat qui cherchera à avoir la meilleure opération dans la transaction. Alors le rôle d'Hades Logic, c'est de vous assister pour rester économiquement viable. Alors comment? En identifiant les impacts, ceux que je vous ai nommés tout à l'heure, en déterminant les coûts cachés, parce qu'effectivement, les flux financiers qu'on a au travers de la comptabilité, c'est ce qu'on voit, mais il y a plein d'éléments qui sont des coûts cachés, qui en fait, les flux financiers ne sont pas visibles, mais ils ne sont pas invisibles, il faut juste les chercher. Et ces éléments-là devraient être passés en comptabilité. Alors donc on les passera en extra-financier, avec des comptes comptables, mais adaptés à l'extra-financier. Alors on mesure ce qui est mesurable, on valorise quand c'est réalisable, parce que tout n'est pas valorisable, parce que ça c'est comme le bilan carbone au début, il y avait plein de choses qu'on ne savait pas calculer, tout ça. Aujourd'hui avec le temps, avec tout ce qui est scientifique, on arrive à obtenir des résultats, mais bon, je sais très bien, mais il faut l'accepter. Faisons déjà ce qui est mesurable et quantifiable, je pense que déjà on a du travail là-dessus. Et puis après, il faut faire un suivi et si nécessaire, le correctif, comme je disais tout à l'heure. En fait, en proposant de l'économie de fonctionnalité, on essaye de vous aider à trouver un projet plus écologique. Et on peut aussi participer à des projets d'écologie industrielle et territoriale. Avec Hades Logic, on peut faire de l'éco-conception.
On peut comparer des impacts générés par 2 modes de production différents pour un même produit sur le long de la chaîne de valeur. Et puis comme ça, on peut ressortir les impacts de l'un et l'autre et voir lequel est le plus favorable à l'environnement. On peut comparer des impacts générés par 2 produits substituables sur une même chaîne de production. On peut comparer 2 filiales qui produisent la même chose et voir où il y a des écarts et pourquoi, rechercher les causes. Et puis, on vous aide comme ça aussi. En fait, comme on crée une base de données. Et grâce à la base de données, on peut ainsi extraire les informations et établir les documents extra-financiers. On fait un bilan et un compte de résultats par impact. Et après, on peut même, on consolide tous ces impacts pour avoir la valeur extra-financière de l'entité. Et comme le plan comptable est respecté, enfin, j'ai fait effectivement des améliorations parce qu'on a un plan comptable qui est lamentable et trop maigre, mais quand on additionne cette comptabilité extra-financière, on peut l'additionner au financier pour avoir la véritable valeur de l'entité. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a nombreuses structures qui sont vendues, mais qui ne sont pas vendues au juste prix. L'autre jour, j'avais une consoeur qui me disait « Tu vois, je viens de vendre, d'aider un de mes clients à vendre son entreprise. Mais vu ce que tu es en train de m'expliquer, celui qui a acheté, il l'a acheté beaucoup trop cher, l'entreprise. » Et ça, c'est un véritable problème. Enfin, problème pour l'acheteur, parce que je pense qu'à terme, avec les nouvelles législations, il va se retrouver avec quelques difficultés. Voilà. Alors, donc, en réalisant la méthode ADES logique, on peut réaliser aussi le BGS. Il y a un ADES logique GES où on peut faire le bilan carbone, ça ne pose pas de problème. Et en utilisant les éléments collectés, on va réussir à traiter aussi toutes les données recueillies et pouvoir extraire les informations du style ODD, voir s'il y a des éléments d'ISO, parce qu'on peut très bien avoir déjà plein d'éléments pour faire une certification ISO. Et en faisant, mais on ne le sait pas, on ne s'en aperçoit pas. Et là, en faisant une extraction sur les ISO, on peut avoir la liste déjà des éléments d'avancement pour l'entité et éventuellement chercher à faire une certification ISO. Et puis, il y a le GRI aussi qui est traité. Voilà, donc ça permet surtout de piloter. Et ce qui est très important, c'est l'entreprise qui pilote. Il faut que l'entreprise puisse avoir la main dessus, puisse pouvoir rentrer des données. Et pour pouvoir se sentir vraiment concerné. Alors, l'univers des possibles est très large. Il comporte de nombreuses variations, tout comme la méthode ADES logique. Je vous remercie pour votre présence. Bonne fin de journée. Merci.